Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE ? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises ? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien ? Sortez de l'anonymat. Dans ce nouveau podcast, nous parlerons de la possibilité pour les petites entreprises d'aller à l'international. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. En effet, beaucoup de petites entreprises se disent l'international, c'est pas pour moi. Voilà, d'abord, je parle pas anglais, je parle pas d'autres langues, donc c'est vraiment pas pour moi. Puis, en plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers qui ne se prêtent pas à l'international. C'est que dans le bâtiment, c'est pas forcément facile d'aller faire un chantier dans un autre pays. Et pourtant, il y en a certains qui le font. On le sait. Alors évidemment, c'est pas facile pour des raisons techniques. Voilà, comme je l'ai dit, faire un chantier à l'étranger, voire réglementaire. De toute façon, ça peut être compliqué d'exercer certains métiers de façon réglementaire dans d'autres pays. Il faut se renseigner au départ parce que les lois sont pas les mêmes, tout simplement. Voilà. Et pourtant, par exemple, moi je connais des Bretons qui sont émigrés aux États-Unis et qui ont créé leur propre entreprise à New York, par exemple. J'ai des amis proches qui ont créé des entreprises dans le domaine de la location, disons, saisonnière ou à courte durée, et voire dans le bâtiment. Et des gens qui viennent d'un petit village en Bretagne, du nord de Bretagne. Donc ça existe. Alors, quand je dis aller à l'international, ça ne veut pas dire émigrer dans un autre pays, mais c'est possible. Et là, les entreprises que je cite, c'était pas forcément des grandes entreprises, c'était des petites entreprises, quoique une est arrivée jusqu'à 70 salariés, donc c'était devenu une entreprise assez intéressante. Mais donc voilà, en plus ils ont créé des entreprises prospères à l'étranger. Voilà. Je dis pas que c'est donné à tout le monde, c'est pas le souhait de tout le monde non plus. Il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit dans le domaine, mais enfin, quand on regarde le déficit commercial de la France, par exemple, on sait qu'il est assez légendaire. On n'est pas très bon en matière d'export, par exemple, et c'est quand même assez dommage, parce que on a les choses à montrer. Et puis quand on compare à d'autres pays, nos collègues anglo-saxons sont quand même bien plus forts que nous dans ce domaine-là. Les Allemands, les Hollandais, évidemment, je ne parle pas des Chinois, par exemple, de certains pays, Asie du Sud-Est asiatique, ou des Japonais, qui à un moment donné, en tout cas, qui étaient très 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 pointus, ou qui sont toujours très pointus dans le domaine de l'export. Et pourtant, en France, je pense qu'on a un certain nombre de produits ou de services qui valent quand même le coup d'être montrés ou d'être commercialisés, pas plus que d'autres pays, a priori. Voilà. Ce qui est intéressant, toujours, c'est de se demander, effectivement, comme je le disais auparavant, c'est de se demander si son activité peut être compatible avec l'international. Et comme, évidemment, j'entends bien que beaucoup d'entreprises et beaucoup d'activités ou de métiers ne sont pas internationalisables, mais souvent, on a beaucoup de métiers qui reposent sur des savoir-faire, sur des techniques particulières, qui peuvent intéresser un Russe, un Japonais, une Colombienne, un Chinois, enfin peu importe, quoi. Pour preuve, c'est que, par exemple, il y a des pâtisseries qui se vendent à l'étranger, par exemple, parce qu'elles sont connues à l'étranger. Alors, je ne vais pas donner de nom de marque ou de site particulier, mais par exemple, si on parle des pâtisseries portugaises, par exemple, les pastéis de natas, par exemple, qui sont assez connus, il y a des gens qui vendent ça à l'international. C'est pas facilement transportable, mais bon, c'est de l'alimentaire, mais on y arrive. J'ai connu par le passé aussi dans le domaine de l'aquaculture, ça n'a rien à voir, une entreprise qui était capable d'expédier à l'autre bout du monde du turbo, des poissons, à l'autre bout du monde, après les avoir mis en élevage dans des bassins sur la côte atlantique, par exemple. Donc quand on a une technique, un savoir-faire qui peut intéresser d'autres personnes dans le monde, c'est quand même dommage de se priver de cette opportunité-là. J'ai vu des collègues, même dans le domaine
va dire de l'artisanat, voilà, ou artiste, artisanat, enfin, la frontière peut être assez faible, mais j'avais une amie qui faisait des patrons pour faire du crochet. Et donc elle générait ces patrons avec avec un programme informatique, quoi. Donc il y avait une part de programmation, mais de créativité. Bah, elle vendait ça à l'international. Elle faisait de l'international. Et pourtant, bon, ça paraît assez anecdotique. J'ai rencontré aussi un jeune récemment qui fabriquait des leurres pour la pêche à la ligne. Bah, il y a des gens qui pratiquent la pêche, qui sont intéressés, qu'on soit en France ou aux États-Unis ou je sais pas, dans n'importe quel pays de l'Est, par exemple. A priori, les poissons mordent à l'hameçon à peu près de la même façon. Bon, globalement, après, on peut pas rentrer dans les détails. Et là, récemment, j'ai rencontré une personne qui génère des motifs de papier peint. Donc, c'est une technique très particulière, parce qu'il faut que les raccords soient, voilà, qu'on puisse poser. Et ben, elle s'apprête à vendre aussi à l'étranger, parce que ça intéresse, après tout, c'est une prestation qui n'a pas de frontières. Voilà. Même si à la limite, elle peut faire imprimer les choses dans le pays concerné plutôt que de les faire imprimer en France, ben, le motif, il est exportable. Donc, vous voyez, ça semble assez facile. Il faut faire la démarche, il faut avoir l'envie de le faire. Mais voilà, avec toutes ces techniques, toutes ces particularités, tous ces savoir-faire, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir les proposer à l'étranger, d'autant qu'on a des plateformes maintenant qui permettent de le faire, hein. C'est les fameuses marketplaces. Alors on en pense qu'on en veut, on pourrait avoir une discussion sur ces marketplaces, c'est sûr qu'elles sont largement dominées par les Américains, mais néanmoins elles existent, donc voilà, et elles permettent à tout à chacun de proposer des produits, alors des produits en plus qu'on ne pourrait pas trouver en France. Voilà, c'est quand même, voilà, en tout cas pour ceux qu'on achète, donc pourquoi pas ne pas le faire nous, voilà, quand on a des produits spécifiques, peut-être une spécificité légère, hein, voilà, qui est fabriquée chez nous, mettre ses propres produits, par exemple, sur ces plateformes, et puis commencer à faire de la vente à l'étranger. C'est plus difficile dans le domaine des services, c'est toujours plus délicat, parce que un service, on s'attend à une relation humaine. Voilà. Et alors, pour en parler personnellement, dans le domaine de la communication en particulier, on pourrait se dire, voilà, par exemple, faire un site internet ou faire une plaquette, ça peut se faire n'importe où dans le monde. À partir du moment où on a un ordinateur, une connexion, et puis on prend ce qu'on fait, mais sauf que ça fonctionne pas comme ça. C'est toujours très difficile. D'abord parce qu'il y a des différences culturelles qui influent sur la manière dont on communique. Donc, faire de la communication pour un Japonais ou pour un Maghrébin ou pour un pays d'Amérique du Sud, c'est pas pareil. Les couleurs, on n'obéit pas aux mêmes règles. C'est parce que y a une notion de relation humaine qui intervient dans ce type de relation client. Et il m'est arrivé régulièrement de me faire entendre dire vos services sont pas mal, mais vous êtes un peu loin. Même quand on est en Suède, par exemple, où la personne nous dit c'est super ce que vous faites, mais vous êtes encore un peu loin. Bon, quand on me dit ça au Japon, je comprends. En Suède, c'est un peu moins évident à entendre, mais je comprends en même temps parce que du coup, voilà, il y a une interaction qui se fait et il y a une construction pendant le service qui se fait, une co-construction et qui est moins facile à faire à distance que quand on rencontre quelqu'un. Néanmoins, on a vu qu'avec le Covid, c'était possible, puisque de toute façon, on n'avait pas la possibilité d'interagir physiquement pendant toute la période du Covid, et ça s'est pourtant fait. Néanmoins, c'est quand même toujours plus difficile, et j'ai observé en termes de marché, de services à l'international, c'est toujours plus difficile de proposer des services à l'international pour une question de concurrence aussi locale, c'est-à-dire que les services sont souvent reproductibles. C'est difficile de proposer des services très très spécifiques, en fait. Alors qu'un produit, il peut être vraiment spécifique parce qu'il y a un savoir-faire, il y a une chaîne de production qui fait qu'on produit quelque chose, même si c'est le design. Hein. Il n'y a que l'entreprise en question qui va proposer le design. Sur un service, le service, il est toujours reproductible ou il est imitable. Voilà.
Donc, faire un site internet pour nous, n'importe qui dans le monde est capable de faire un site internet. Donc, c'est difficile d'apporter une valeur ajoutée sur ce service-là et sur bien d'autres services. Donc, c'est plus difficile. Enfin, moi, j'ai toujours constaté que c'était plus difficile d'aller à l'international sur la prestation de service. Après, rien n'empêche de trouver un créneau particulier, c'est ce que nous avons fait ici dans l'entreprise, où finalement je développe 25% de mon chiffre d'affaires à l'international parce que je travaille exclusivement avec un partenaire en Allemagne sur un type de prestation particulier, entre autres, qui sont les projets européens. Donc c'est un autre sujet, mais on est bien dans un contexte international. Projet européen dit partenaire de pays différents au niveau européen, certes, mais quand même international. Et puis il y a une notion aussi avec l'international, enfin moi qui m'intéresse beaucoup, c'est la notion finalement d'expérience à l'international, parce que je trouve toujours enrichissant de pouvoir se confronter à d'autres cultures. C'est pas juste un problème technique, ça peut l'être, hein, ou ça peut être une question centrale, mais c'est toujours intéressant d'aller voir ailleurs ce qui se passe et comment les autres font ou comment ils pensent, même d'un point de vue juste économique, quoi. La façon dont les échanges internationaux se font ou la façon dont les transactions se font, enfin il y a tout à apprendre et donc forcément aller à l'international fait aussi qu'on apprend beaucoup, même si des fois on ne revient pas avec les contrats qu'on espérait avoir en faisant ces démarches-là. Moi, j'ai toujours considéré que le fait de faire de l'international m'aidait, par exemple, à faire une veille culturelle, déjà, premièrement. Culturelle et économique, hein. Je veux dire, ça peut aller... alors, on pourra faire des podcasts sur la culture et l'économie. Ça, c'est une question, c'est une autre question. Mais de voir, voilà, comment les choses se passent ailleurs. Et puis, d'un point de vue technique, hein, je me souviens m'être déplacé au début de mon activité au Canada, assez vite, parce que c'était un pays que je connais bien, en 99, où j'avais été voir une entreprise qui faisait des serveurs déportés. Alors, on l'appelait pas ça des architectures client-serveur à l'époque, mais bon, ils appelaient ça, c'était assez marrant, ils avaient appelé ça des serveurs fractaux. Donc, comme sur la théorie des fractales en mathématiques. Bon, en fait, ça n'a rien à voir avec les fractales, mais ils avaient trouvé ce terme-là à l'époque. Mais enfin, c'était assez original parce que c'était dans la banlieue de Montréal, enfin, dans une ville qui s'appelle Laval, hein, qui est connue autour de Montréal, ou qui concentre beaucoup de start-up, voilà, dans différents domaines d'activité d'ailleurs, dans les biotech, mais dans l'IT et dans d'autres secteurs d'activité. Et j'avais visité cette entreprise que j'avais eu du mal à trouver, qui était perdue dans la pampa autour de Montréal, au milieu des autoroutes et des sorties d'autoroute là, et voilà, mais que j'avais fini par trouver. Et c'était intéressant parce que du coup, je m'étais dit, mais c'est incroyable, ils ont fait un truc que moi je veux faire, mais que je savais pas comment organiser, enfin comment concevoir. Et quand je me souviens très bien, quand je suis revenu au bureau, j'ai dit à mon équipe, bon, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. c'est vers ça qu'on va. Donc cette veille technique, elle est, à mon avis, elle est absolument nécessaire parce qu'il y a forcément, en tout cas dans certains domaines d'activité, il y a des pays qui sont en avance. C'est comme ça. Que ce soit des pays à l'ouest ou à l'est du monde, peu importe. J'ai dû raconter des anecdotes au Japon où ils étaient plutôt en retard, mais bon, ils ont été en avance, très en avance au niveau automobile pendant très longtemps, par exemple. Donc, je pense qu'il faut aller voir ce qu'ils font, parce que on s'enrichit mutuellement. Voilà. La concurrence, elle a quand même cet aspect bénéfique, c'est d'aller voir ce que font les autres, et puis on essaie de faire la même chose. On essaie de faire mieux, parce que c'est un peu ça. C'est la concurrence en termes d'émulation, c'est aussi à mon sens, c'est quand même ça qui est le plus intéressant. Alors, aller à l'international, comme je l'ai dit auparavant, c'est vrai que c'est pas forcément facile pour toutes les entreprises.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des accompagnements, des accompagnateurs, en tout cas au niveau français, au niveau national, voire international pour le coup, ou au niveau régional. Il y a des structures comme BPI ou Business France qui vous accompagnent quand vous avez des projets à l'international. Vous dites, bah voilà, j'ai tel produit, j'aimerais le commercialiser. Donc, ils vous aident avec une aide logistique des fois, où ils prennent des rendez-vous. Il y a les CCI à l'international aussi qui sont là aussi pour vous aider. J'ai bénéficié de programmes, plusieurs programmes avec les CCI à l'international. Il y a des aides au niveau des régions en général. Il y a des régions qui sont plus, comment dire, plus actives dans le domaine. Ça dépend de la région où vous habitez, mais la plupart des régions ont des programmes pour accompagner leurs entreprises à l'international. Il ne faut pas négliger ça, ça peut être une bonne porte d'entrée. Hein. Je suis allé en Afrique avec la région Bretagne, par exemple, même si j'en ai pas tiré un retour sur un investissement très important, ça m'a permis quand même de connaître, enfin de savoir comment fonctionnait ce continent, qui est quand même assez particulier au niveau, à plein de niveaux, mais enfin, au niveau culturel évidemment, parce que c'est pas la même culture, mais au niveau technique, au niveau un certain nombre les appels d'offres sont pas du tout les mêmes que par exemple ici en Occident. Mais bon, voilà, ça permet de savoir comment on peut gérer aussi ce type de relation. Donc c'est toujours enrichissant. Puis moi j'ai pris pas mal de contacts. Hein. J'ai toujours pas mal de contacts au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, bon, qui sont un petit peu qui sont en train de se tendre un peu en ce moment parce que la situation n'est pas forcément facile dans ces pays-là. Mais bon, en tout cas, il y a des aides pour aller à l'international. Je citerai toujours sur le cas, j'ai été accompagné au Japon en 2000, un voyage à Tokyo avec une délégation d'entreprises européennes et avec la CCI de Grenoble qui était à l'époque en charge des relations avec le Japon, hein, puisque chaque CCI était spécialisé dans un pays, alors soit c'est au niveau d'une région, soit c'est au niveau national. Et alors c'est pas forcément le cas maintenant, c'est plus le cas aujourd'hui, mais enfin bon voilà, il y avait des CCI qui étaient spécialisés dans un pays, une région du monde. Et donc je suis parti avec une délégation d'entreprises européennes au Japon, à Tokyo. Et puis j'étais accompagné par une jeune femme qui était bilingue français-japonais, heureusement, parce que sinon j'aurais pas pu pouvoir converser avec les différents prospects ou clients potentiels au Japon, et puis surtout même se repérer à Tokyo, hein, parce que du coup le cadastre japonais n'est pas du tout organisé comme dans les pays occidentaux, donc voilà, ça aussi ça vous apprend à voir comment évoluer dans ce type de pays. Au bout de cette mission, j'étais le seul de la délégation européenne, de ton entreprise européenne, à revenir avec un contrat, parce que j'ai pu approcher une entreprise de biotechnologie japonaise qui a eu besoin de mes services. Là, ça a matché, comme on dit, et j'ai pu revenir avec un contrat. Donc voilà, c'est une petite boîte. Je pense qu'à l'époque, on devait être 3 dans l'entreprise, et pourtant une petite boîte là au Japon, on a pu travailler pour une entreprise qui était aussi une petite entreprise au Japon, hein. Mais néanmoins le contrat a pu se faire et puis on a pu travailler. Alors je dis pas que ça a été facile, parce que c'est vrai que la distance est pas forcément facile en plus dans ce type de prestations qu'on pouvait offrir à ces gens-là, mais on l'a fait. On l'a fait. De même que par exemple, il m'est arrivé nous est arrivé de proposer des services pour créer des expositions, alors, dans un domaine très particulier qui était la chimie et le développement durable, qu'on a installé au Parlement à Strasbourg, puis à Bruxelles, puis en Pologne et en Espagne. Et donc on a fait voyager une exposition sur ce thème-là dans pas toute l'Europe, mais dans une bonne partie de l'Europe. Une petite entreprise, voilà, du fin fond du Finistère a réussi à faire ce genre de choses. J'avais les panneaux, les panneaux d'exposition, j'avais les fait fabriquer par un menuisier de mon village. Il était tout à fait enchanté que ses propres panneaux puissent voyager partout en Europe. Donc comme quoi, c'est possible. Alors, il veut se donner un peu les moyens. C'est vrai qu'il faut se donner les moyens aussi peut-être au niveau de la langue, au moins de parler anglais, voilà, qui est un peu la langue un peu du commerce international, hein. C'est comme ça, voilà, ça aurait pu être le français, mais c'est l'anglais, c'est comme ça, pour des raisons historiques. Mais ça vaut le coup d'apprendre une langue.
Parce qu'on peut parler avec plein de gens. Moi, c'est un truc qui m'enchante absolument, c'est de pouvoir parler enfin, plusieurs langues. Je parle de l'anglais au moins, puis d'autres langues, mais beaucoup moins bien. Mais ça me permet de parler avec plein de gens, et c'est forcément super enrichissant. Le dernier point que je voulais évoquer, c'est quand même, évidemment, il ne faut pas le négliger, c'est le coût de l'international pour les petites entreprises. Aller à l'international, c'est un coût non négligeable. C'est-à-dire que le problème, c'est que c'est pas comme quand vous faites de la prospection locale. Vous allez voir des prospects dans un rayon de 50 km, par exemple, voire même de 100 km, hein, peu importe. Mais bon, ça reste, c'est atteignable en voiture, en train éventuellement. Mais évidemment, il y a un coût, alors surtout avec le carburant en ce moment, mais aller à l'international, ça génère un coût, des coûts évidemment sans commune mesure. Si vous allez outre-Atlantique, vous allez au Canada ou aux États-Unis par exemple, ben, tout de suite le billet d'avion, ça coûte un certain coût. Surtout si vous y allez pendant les périodes de rush, genre Noël ou les congés d'été, où vous avez des billets d'avion qui multiplient par 2, par 3, enfin voilà, à ces époques-là. Donc c'est vrai que c'est un frein très important. Et c'est un frein d'autant plus important que une action à l'international ou une prospection à l'international se fait sur le long terme. Comme vous ne pouvez pas être sur place tout le temps, et malgré les outils de communication qu'on a maintenant, avec la vidéoconférence, des choses comme ça, et qui nous ont été finalement révélés pendant le Covid, hein, parce que voilà, on s'est aperçu qu'on pouvait le faire. Voilà. Ça reste une démarche qui est relativement coûteuse quand même, parce que je vous ai dit par exemple, si vous voulez vendre du service à l'étranger, vous avez besoin de rencontrer des gens régulièrement quand même. Même si une partie des services que vous proposez peuvent être faits en ligne, pas tous, hein, pas forcément. Du coup, ce paramètre-là est à prendre en considération parce que il faut pouvoir avoir les reins assez solides pour pouvoir financer ces coûts-là. Alors n'oubliez pas qu'il y a quand même des aides là-dessus. J'ai parlé de BPI tout à l'heure. BPI gère depuis 1 ou 2 ans, si je ne m'abuse, ce qu'on appelle l'assurance prospection. Donc a repris les activités de la COFAS. Autrefois, c'était la COFAS, qui était une entité française qui permettait finalement d'assurer les risques de la prospection à l'international. C'est-à-dire que vous disiez, voilà, j'assure mes risques de prospection. J'ai un certain nombre de coûts pour pouvoir les prospecter, et ce risque, il était assuré par la COFAS. Maintenant, c'est BPI qui est en charge de ça. Et c'est pas négligeable de pouvoir de s'appuyer sur cette assurance-là. Finalement, c'est sous forme d'une avance remboursable, hein, voilà. Mais une partie de ce risque, il est assuré par l'assurance prospection. Donc c'est quand même dommage de se priver de ce type d'outils pour ne pas aller à l'étranger. En tout cas, pour ceux qui ont l'intérêt d'y aller, pour ceux qui peuvent y aller en fonction des métiers, comme je disais, évidemment. Et encore une fois, tous les métiers ne sont pas exportables, hein, comme on dit, mais voilà, c'est ne pas négliger ce type de prestations. Alors en conclusion, je pourrais dire que l'international, c'est aussi s'intéresser à d'autres cultures, par la voie économique, bien sûr, hein, parce que nous sommes des chefs d'entreprise, donc c'est l'aspect économique qui peut nous intéresser, mais on est aussi des êtres humains, donc on s'intéresse à autre chose autour de l'économie, comme la culture en particulier, et donc ça peut être aussi intéressant de voir comment ça fonctionne dans certains pays. On peut ramener des idées en plus, voilà. Et donc c'est toujours intéressant de s'intéresser à d'autres dirigeants d'entreprise aussi, qui sont différents de nous, qui gèrent les choses de façon différente, de voir comment ils ont pu développer de nouvelles techniques, de nouvelles technologies. On parle toujours des GAFAM, par exemple, et voilà. Évidemment, ils ont mis beaucoup d'argent pour pouvoir développer des produits qui sont maintenant internationalement connus, mais pourquoi on ne pourrait pas le faire nous, hein, voilà, parce que justement, nous, on est peut-être assez frileux dans le domaine. Et en plus, je pense qu'il faut croire à l'attractivité de son produit ou de son service. Il n'y a pas de raison que certains produits ou certains services ne puissent pas intéresser
d'autres entreprises ou d'autres clients à l'international. Donc, oser l'international. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.